L'empire de Le Prix de l'Histoire, autrefois célébré comme un symbole de triomphe à la télévision, semble désormais s'effondrer sous l'immense pression de la trahison, des procès et de la menace imminente de faillite. Dans une tournure choquante des événements, les enquêteurs ont commencé le processus minutieux d'examen de la vaste collection d'artefacts stockés dans ce que beaucoup appellent désormais le domaine de l'Empire Harrison. Cela fait suite au dépôt de documents de faillite par le magasin Gold & Silver Pawn, une décision qui a laissé beaucoup de personnes s'interroger sur l'avenir de cette entreprise autrefois populaire. Ce qui reste caché dans ces objets est quelque chose de bien plus important qu'il n'y paraît. La vérité derrière leur abandon a le potentiel de remodeler tout ce que nous pensions savoir sur cette famille. Pour découvrir toute l'étendue de ce mystère, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, ce n'est que le début. Dans une sombre évolution, le fils de Rick, Bigos Harrison, a été condamné à la prison à vie, empêtré dans un cauchemar derrière les barreaux. Alors que la famille Harrison est confrontée à une amère querelle interne, les fondations mêmes de ce qui a pris des décennies à construire risquent désormais de s'effondrer. Ce qui a commencé comme un audit financier de routine s'est transformé en une enquête beaucoup plus complexe. Les autorités sont tombées sur des artefacts troublants parmi les milliers d'objets amassés au fil des générations par la famille Harrison. Ces découvertes ont suscité de profondes inquiétudes, jetant une ombre sombre sur ce qui semblait autrefois être une brillante réussite. Le magasin Gold & Silver Pawn, qui a acquis une renommée mondiale à Las Vegas grâce à sa présence importante dans l'émission History Channel, est devenu une destination emblématique tant pour les touristes que pour les fans. Des gens des quatre coins du monde ont voyagé pour rencontrer Rick Harrison, son fils Corey et l'affable assistant Austin, Shirley, Russell. Cependant, l'éclat autrefois éclatant de leur renommée a commencé à vaciller et à s'estomper. Alors que les enquêteurs parcourent l'énorme collection d'articles stockés dans les entrepôts du magasin, de sérieuses questions sont apparues sur l'origine de bon nombre de ces pièces. La découverte de documents incomplets, d'antiquités non documentées et d'objets dont la provenance est douteuse a choqué les fidèles adeptes de l'exposition, jetant le doute sur la légitimité de l'inventaire du magasin. Cette découverte troublante arrive à un moment profondément personnel pour les Harrison. Début 2025, Rick a tragiquement perdu son fils Adam, 39 ans, qui s'était éloigné des caméras et de l'entreprise familiale. La mort d'Adam suite à une overdose de drogue a provoqué une onde de choc dans la communauté de Las Vegas, laissant Rick complètement dévasté. Une source familiale proche, s'exprimant anonymement, a partagé la profonde douleur que Rick endure. D'abord, il a perdu son fils, et maintenant, l'entreprise même qu'il a héritée de son père est développée en un empire mondial et scrutée de près par les autorités. C'est un cauchemar qui ne cesse de s'aggraver. La spirale descendante a commencé avec des signes subtils de tension financière. Le magasin autrefois prospère, qui avait élargi sa présence pour accueillir un flot de touristes, est désormais aux prises avec une baisse des audiences télévisées et une baisse notable de ses revenus. Le tournant s'est produit lorsque des auditeurs ont été appelés pour évaluer les actifs de l'entreprise, révélant des révélations choquantes. Parmi les éléments légaux, les auditeurs ont trouvé une série de reliques historiques sans documentation vérifiable, dont beaucoup pourraient avoir été introduites illégalement dans le pays ou même volées dans d'autres États. Le nombre d'objets suspects était stupéfiant. Nathalie Rodriguez, ancienne experte du FBI en matière de crimes artistiques, a commenté la complexité de la situation. Elle a expliqué que ces milliers d'objets avaient été accumulés au fil des décennies, certains avant même le début de la série, ce qui rendait la tâche monumentale de faire la distinction entre ce qui était légalement acquis et ce qui ne l'était pas. L'une des principales préoccupations concerne une collection d'objets datant de la guerre civile et des documents incohérents, ce qui fait soupçonner qu'ils auraient pu être pillés sur des sites protégés. De plus, de nombreux artefacts indigènes sont sous surveillance pour violation potentielle de la loi sur la protection et le rapatriement des tombes amérindiennes, avec peu de preuves qu'ils ont été obtenus légalement. Une fois de plus, l'attention s'est tournée vers Austin Shirley Russell, qui s'était déjà retrouvé aux prises avec des problèmes juridiques en 2016. À cette époque, la police avait découvert des substances illégales et des armes à son domicile lors d'une enquête pour des allégations d'agression, bien qu'il n'ait jamais été officiellement inculpé. Il a plaidé coupable de possession d'armes et de drogue, ce qui lui a valu une peine de 3 ans de probation. Depuis lors, Shirley a travaillé avec diligence pour reconstruire sa vie et son avocat, Martin Cohen, affirme qu'il n'a aucune implication dans ces acquisitions douteuses. Cohen explique qu'à l'époque, Shirley était simplement un employé sans pouvoir d'achat et qu'il a pleinement coopéré à l'enquête. Rick Harrison, le visage du secteur du prêt sur gage, est connu depuis longtemps pour ses connaissances historiques approfondies et son approche méticuleuse de l'authentification des objets. Il a souvent rappelé comment son père, Richard The Holman,
Harrison, lui avait inculqué l'importance de la connaissance dès son plus jeune âge, soulignant son rôle central dans le succès dans l'industrie du prêt sur gage. Richard, The Old Man, Harrison est décédé en 2018 à l'âge de 77 ans, après une longue bataille contre la maladie de Parkinson. Il a laissé Rick gérer à la fois l'entreprise familiale et l'héritage de leur succès. Le magasin Gold and Silver Pawn, fondé par Richard et Rick en 1989, deviendra un phénomène international grâce à la popularité de l'émission télévisée. Le vieil homme, affectueusement connu de millions de fans, aurait probablement le cœur brisé de voir son entreprise familiale empêtrée dans une telle polémique. Un ancien producteur qui a travaillé sur la série pendant cette saison l'a décrit comme un individu à la fois sévère et juste, fier de l'empire qu'il a construit dans l'espoir qu'un jour ses petits-enfants en hériteront. Malheureusement, cet héritage semble désormais incertain. Même si aucune accusation formelle n'a été déposée, l'enquête a pris une tournure plus sérieuse. Les jurys comptables se penchent désormais sur le réseau commercial complexe né du succès de l'émission. Au plus fort de la popularité du programme, les Harrison ont utilisé cette nouvelle renommée pour développer leurs activités à Las Vegas. Rick a lancé Roland Smoke, un restaurant-grill populaire, tandis que Corey a ouvert The VIP Room, un bar qui a également capitalisé sur la popularité de l'émission. Aujourd'hui, ces entreprises font l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent potentiel et pratiques financières inappropriées. Corey, Bigos, Harrison, qui travaille dans le magasin depuis son adolescence et qui devait autrefois hériter de l'entreprise familiale, fait désormais face à un avenir incertain. Cette enquête met non seulement en péril ses moyens de subsistance, mais menace également l'héritage qui a été si souvent mis en avant dans la série, la transformation de Corey d'un jeune rebelle en un homme d'affaires prometteur. Une source proche a partagé que même si Corey s'efforce de rester optimiste et de soutenir son père, il pleure toujours profondément la perte de son frère, Adam. Au milieu de cette tragédie, il fait de son mieux pour coopérer avec les autorités et maintenir le magasin en activité, même si l'atmosphère qui règne à l'intérieur reste lourde. La mort d'Adam Harrison en janvier a profondément marqué la famille. Même si Adam s'était éloigné des yeux du public, choisissant d'éviter les caméras et les affaires familiales, il restait une figure bien aimée parmi les Harrison. Sa mort prématurée suite à une overdose a mis en lumière la crise des opioïdes aux États-Unis, et Rick a partagé plus tard que son fils luttait contre la dépendance depuis de nombreuses années. Dans un hommage émouvant, Rick a écrit « Tu seras toujours dans mon cœur. Je t'aime ». Adam, utilisant sa plateforme publique, a ensuite parlé des dangers de l'épidémie d'opioïdes, dans l'espoir de sensibiliser l'opinion publique à une crise qui fait des milliers de morts chaque année. Cette tragédie familiale dévastatrice s'est produite dans un contexte de surveillance médiatique croissante, ajoutant une couche de pression supplémentaire sur les Harrison alors qu'ils traversent leur chagrin alors que l'entreprise même qu'ils ont bâtie menace de s'effondrer. Selon des sources proches de Rick, il a pleinement coopéré avec les autorités et insiste sur le fait que les irrégularités constatées étaient simplement le résultat d'une croissance rapide au plus fort du programme et non d'actes répréhensibles intentionnels. La montée de le prix de l'histoire d'un petit prêteur sur gage à une sensation internationale s'est produite en un clin d'œil. Ellie Monroe, consultant en affaires possédant une vaste expérience dans la télé-réalité, a expliqué que les petites entreprises familiales sont rarement préparées à une croissance aussi explosive. Sans les systèmes appropriés en place pour gérer cette expansion rapide, une mauvaise gestion financière et des complications juridiques sont souvent inévitables. Le réseau à l'origine du programme a publié une brève déclaration reconnaissant l'enquête en cours, mais a précisé qu'il n'était pas impliqué dans les opérations quotidiennes du magasin Gold and Silver Pawn. Le communiqué mentionne également que pendant que la situation est corrigée, la production de la série s'est arrêtée brusquement, avec plus de 600 épisodes répartis sur 22 saisons. Le prix de l'histoire est devenu l'une des franchises les plus emblématiques et reconnues de la télévision par câble, donnant lieu à de multiples spin-offs et adaptations internationales. À son apogée, des millions de téléspectateurs ont regardé avec impatience pour voir les Harrison et Shinley interagir avec des vendeurs originaux, marchander des artefacts inhabituels et partager des arguments légers, tout en évaluant des objets d'importance historique et culturelle. L'un des aspects les plus convaincants de l'exposition était sa valeur éducative, en particulier lorsque Rick Harrison partageait sa connaissance approfondie des détails historiques et des méthodes utilisées pour authentifier les objets. Ironiquement, cette même expertise fait désormais l'objet d'un examen minutieux. Des questions sont soulevées sur la façon dont des objets potentiellement illégaux auraient pu passer sans que Rick ne soit détecté. La critique de télévision Miranda Jensen a clairement exprimé le dilemme, le prix de l'histoire avait positionné Rick comme une autorité dans la distinction entre les artefacts authentiques et les contrefaçons, garantissant que seuls les articles de provenance légitime entraient dans le magasin.
La révélation selon laquelle certaines pièces auraient pu être acquises illégalement contredit l'image de scrupule que le spectacle véhiculait depuis des années. Parmi les découvertes les plus alarmantes citées par les enquêteurs figuraient des antiquités qui semblaient provenir de régions soumises à des contrôles d'exportation stricts, notamment des pièces potentiellement liées à l'Égypte, à la Grèce et à divers pays du Moyen-Orient. Au cours des dernières décennies, les lois internationales régissant les biens culturels se sont considérablement durcies, de nombreux pays exigeant la restitution de leur patrimoine culturel s'il a été illégalement retiré de leurs frontières. Dracé, un archéologue spécialisé dans le rapatriement d'objets, a expliqué que l'acquisition d'objets sans une recherche approfondie de leur provenance peut être périlleuse et conduire facilement à l'acquisition de biens pillés ou d'objets exportés illégalement. Pour une entreprise bien connue comme Gold and Silver Pawn, qui fait fréquemment le commerce d'objets de valeur, le maintien d'un niveau d'authentification exceptionnellement élevé a toujours été essentiel. Pour les fans de longue date de la série, l'enquête en cours a conduit à une réévaluation en profondeur des épisodes passés dans laquelle les Harrison ont fait appel à l'aide d'experts pour authentifier certains éléments. Ces segments ont renforcé l'idée qu'ils étaient diligents en matière de légalité et d'exactitude historique. Cependant, de nouvelles questions inconfortables se posent désormais. Qu'est-il arrivé aux pièces dont la provenance n'a jamais pu être vérifiée une fois les caméras éteintes? J'ai regardé chaque épisode et j'ai toujours admiré à quel point ils étaient méticuleux en matière d'authentification, a déclaré Margaret Winters, professeure d'histoire du Minnesota qui s'est un jour rendue à Las Vegas spécifiquement pour voir le célèbre magasin. Rick a toujours souligné qu'il n'achèterait jamais rien sans les documents appropriés. Il est difficile de comprendre ce qui se révèle maintenant. L'enquête a également révélé la situation financière fragile de cette entreprise autrefois florissante. Bien que le magasin continue d'attirer les touristes et reste une attraction majeure à Las Vegas, les dossiers financiers indiquent d'importants problèmes de trésorerie remontant à 2022. Cela a coïncidé avec une baisse notable de la production de nouveaux épisodes et une baisse des ventes de produits de marque. Thomas Keegan, un célèbre gestionnaire d'actifs, a noté « Les investisseurs intelligents se diversifient et élaborent des plans à long terme au cours de leurs années de pointe. » Les Harrison savaient que l'attention médiatique n'allait pas durer éternellement. Bien que les Harrison se soient lancés dans diverses entreprises commerciales, maintenir la rentabilité après l'apogée de leur renommée s'est avéré être un défi de taille. La situation est encore compliquée par le testament de Richard Harrison, qui a fait la une des journaux lorsqu'il a révélé qu'il avait retiré l'héritage d'un de ses 3 enfants juste un an avant son décès en 2018. Les actifs ont été partagés entre Rick et un autre fils, Joseph. Actuellement, la structure juridique de l'entreprise est alambiquée, impliquant plusieurs propriétés et entités, ce qui crée des obstacles supplémentaires pour les enquêteurs qui tentent d'identifier les responsabilités. Pendant ce temps, Austin Russell, mieux connu sous le nom de Shinley, a travaillé dur pour restaurer son image publique après ses problèmes juridiques en 2016. Il a perdu beaucoup de poids, s'est concentré sur sa santé, a ouvert un magasin de bonbons près de l'entreprise familiale et a utilisé son parcours de réadaptation comme modèle de croissance personnelle. Un ami proche qu'il a connu avant sa renommée à la télévision a fait remarquer qu'Austin était resté sobre, concentré sur son bien-être physique et investi dans des entreprises commerciales légitimes. Bien qu'il continue d'apparaître dans l'émission, Shinley n'est aucunement impliqué dans les aspects financiers du magasin ou dans l'acquisition des articles litigieux. L'enquête a également mis en lumière la disparité entre la perception du public à l'égard de le prix de l'histoire et la réalité en coulisses. Bien qu'il soit présenté comme une représentation authentique du fonctionnement quotidien d'un prêteur sur gage, de nombreuses interactions ont en fait été préarrangées et répétées pour répondre aux exigences de la production télévisuelle. Les vendeurs et les articles étaient souvent sélectionnés bien avant leur apparition devant la caméra. En fait, le magasin a continué à fonctionner comme une entreprise distincte des événements télévisés, gérant effectivement 2 opérations parallèles, une pour le public et une autre pour la télévision. Il s'agit d'une pratique courante dans la télé-réalité, comme l'explique Samantha Lewis, une productrice expérimentée dans des émissions similaires. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que des personnes possédant des objets de valeur entrent simplement pendant que vous filmez. Tout doit être planifié à l'avance. Le véritable défi pour des entreprises comme Gold et Silver Pawn est de gérer à la fois le drame devant la caméra et les opérations quotidiennes sans compromettre l'intégrité. Les enquêteurs continuent de passer au crible l'énorme inventaire d'objets, qui comprend de nombreuses installations de stockage au-delà du magasin principal, alors qu'ils tentent de démêler le réseau d'acquisitions illégales potentielles. L'avenir de la famille Harrison est en jeu. Le magasin Gold and Silver Pawn reste opérationnel, mais son rôle a radicalement changé. Il s'agit désormais davantage d'une attraction touristique que d'un prêteur sur gage traditionnel, vendant des souvenirs et des souvenirs du spectacle plutôt que d'évaluer ou d'acheter des objets rares.
Néanmoins, le statut du magasin en tant que monument culturel reste intact en raison du flux constant de visiteurs. De nombreux touristes viennent sans savoir qu'une enquête fédérale est en cours derrière le fameux étoile de Pioncygne. Nous avons voyagé depuis l'Australie juste pour voir le magasin, a déclaré Thomas Mercer, alors qu'il se promenait dans Las Vegas avec sa famille. Mes enfants sont de grands fans de la série et ils voulaient savoir où tout avait commencé. Nous espérions rencontrer Rick ou Shinley, mais on nous a dit que les acteurs n'étaient pas là aujourd'hui. La combinaison d'une tragédie personnelle et de troubles professionnels a imposé un immense fardeau émotionnel à Rick Harrison. Des amis proches révèlent qu'il se soucie particulièrement de soutenir sa petite-fille et sa belle-fille après la perte dévastatrice d'Adam, le partenaire de son fils. Un proche confident a partagé, Adam luttait contre la drogue depuis le début de la vingtaine. Je l'ai aidé à suivre une cure de désintoxication à plusieurs reprises, et à chaque fois, il semblait s'améliorer. Mais le voir retomber était déchirant. Malgré le chagrin accablant, Rick est resté déterminé à tenir bon, même si l'entreprise familiale qu'il a bâtie à partir de zéro risque de s'effondrer. Un partenaire de toujours qui connaissait Rick avant la renommée de la série a commenté, il a bâti cette entreprise de ses propres mains. Peu importe le déroulement de l'enquête, je ne parierai pas contre lui. Il traverse la période la plus sombre de sa vie, mais je ne l'ai jamais vu abandonner. La procédure judiciaire devrait s'éterniser pendant plusieurs mois, le temps que les enquêteurs déterminent quels objets doivent être restitués à leurs propriétaires légitimes et quelles conséquences financières pourraient attendre l'entreprise. La famille Harrison se retrouve désormais dans une situation précaire. Ce qui était autrefois une réussite inspirante est désormais devenu un avertissement sur les risques d'une expansion motivée par la renommée. L'aspect le plus déchirant de cette situation est peut-être son impact sur l'héritage familial. Un ancien employé qui a travaillé dans le magasin pendant plus d'une décennie a déclaré « Richard Harrison a bâti cette entreprise à partir de zéro. Il a travaillé sans relâche pour créer quelque chose de précieux pour ses enfants et petits-enfants. Rick a développé l'entreprise au-delà de ce que son père aurait pu imaginer. Pourtant, aujourd'hui, au lieu de passer le flambeau à la prochaine génération, les Harrison voient tout s'effondrer, morceau par morceau. Tandis que les touristes continuent d'affluer vers le magasin, prenant des photos devant le prix de l'histoire signant et achetant des t-shirts, beaucoup ignorent qu'ils sont peut-être témoins du dernier chapitre d'une histoire à succès emblématique, née grâce au pouvoir de la télévision mais qui pourrait finalement être détruite par elle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que le FBI continue d'enquêter sur les Harrison, une autre histoire choquante commence à faire son chemin. Frank Fritz, l'ancienne star de cueilleurs américains, a un secret caché sous le plancher de sa maison autrefois paisible. Ce qui a été découvert là-bas a provoqué une onde de choc parmi les enquêteurs et le public, et en quelques heures seulement, l'histoire est devenue une nouvelle nationale, laissant les autorités et le public incrédules. Le voyage qui a conduit Fritz à la ferme a commencé après des années de voyage à travers les États-Unis, à la recherche de trésors oubliés cachés dans les coins du pays. Cette propriété particulière, nichée dans une zone rurale tranquille près de Davenport, l'a captivé par son charme rustique et sa profonde signification historique. Ce n'était pas seulement la terre qui l'attirait, mais aussi l'histoire ancrée dans chaque planche patinée de la ferme. Fritz, avec l'aide d'artisans locaux et de spécialistes de la conservation, s'est lancé dans un projet ambitieux de restauration de l'ancien bâtiment. L'objectif n'était pas seulement de réparer la structure mais de lui insuffler une nouvelle vie, en créant un sanctuaire personnel qui capturait à la fois l'essence du passé et le confort du présent. Au fil du temps, la ferme autrefois en ruine s'est transformée en un superbe refuge, offrant une évasion parfaite du monde extérieur. S'étendant sur plus de 20 acres vallonnés en pente douce vers la vallée du fleuve Mississippi, la propriété était un endroit idéal pour Fritz, qui recherchait un sanctuaire isolé. Il avait également pour lui une valeur sentimentale, ayant servi de toile de fond à plusieurs épisodes de son émission de télévision. C'est un endroit magique, a-t-il partagé un jour avec Vivre dans le Midwest Magazine, parlant de la beauté et de la paix qu'il y a trouvé. Déterminé à préserver l'intégrité de la maison tout en se l'appropriant, Fritz fait appel aux architectes expérimentés Thomas Miller et Sarah Johnson, tous deux spécialisés dans la restauration du patrimoine. La ferme, qui datait des années 1890, était abandonnée depuis près d'une décennie et présentait des signes de dommages importants. Il y avait de sérieux problèmes structurels, se souvient Johnson. Mais Frank a tout de suite vu le potentiel, des os solides et un emplacement incroyable. Plutôt que de transformer la maison en un simple décor pour le spectacle, la vision de Fritz était bien plus grande. Il a imaginé un espace chaleureux et authentique, qui reflète ses goûts personnels tout en lui permettant de présenter sa collection toujours croissante de motos vintage et de souvenirs américains.
Le résultat était un mélange harmonieux d'une ferme traditionnelle, d'une cabane rustique et d'un musée personnel. Nous n'essayions pas d'atteindre un style particulier, a expliqué Miller. C'était une question d'authenticité. Il fallait que cela ressemble à Frank, simple, authentique et plein d'histoire. Lors de la rénovation, la première priorité était de renforcer les fondations et la structure. La maison avait cruellement besoin de soutien et les sols ont été renforcés avant que des travaux esthétiques puissent commencer. Pour Fritz, le plus important était que la maison garde son âme. J'ai passé toute ma vie à chercher des objets chargés d'histoire, avec une patine, a-t-il déclaré lors d'une rare visite de sa maison. Je veux que ma maison ait l'impression d'être habitée, comme si elle avait été aimée depuis des générations. Mais en 2020, après avoir quitté Cueilleurs américains et aux prises avec un accident vasculaire cérébral en 2022, Fritz est devenu de plus en plus solitaire. La ferme, autrefois un espace partagé avec des amis et des visiteurs, était devenue son refuge privé face à l'attention croissante des médias et à ses problèmes de santé. Les voisins ont mentionné que, même s'il restait un mystère pour eux, ils voyaient occasionnellement des lumières allumées dans la maison tard dans la nuit, mais le voyaient rarement en personne. Malgré son isolement, sa collection de motos anciennes et d'objets rares a continué de s'agrandir, avec des camions arrivant et partant de la ferme. Dans les mois qui ont suivi son rétablissement, Fritz a travaillé dur pour retrouver son indépendance, réapprendre à marcher et reconstruire sa vie. Cependant, ses amis l'ont remarqué s'éloigner davantage de ses anciens cercles sociaux. La ferme, qui avait autrefois ouvert ses portes pour des événements caritatifs, était désormais une forteresse de solitude. Des caméras de sécurité ont été installées et une clôture privée entourait la propriété. Seule une poignée de personnes sont restées en contact avec lui, parmi lesquelles James Canworth, partenaire de longue date dans la restauration de motos. Début 2025, Canworth a commencé à s'inquiéter lorsque Fritz a cessé de répondre à ses appels et à ses messages. Après des semaines sans aucune communication, Canworth a contacté les autorités pour demander un chèque d'aide sociale. Le 5 mars 2025, des adjoints du département du shérif du comté de Scott sont arrivés au domicile de Fritz. De l'extérieur, tout semblait normal. Les véhicules étaient garés à leurs emplacements habituels et la boîte aux lettres était pleine. Ils frappèrent plusieurs fois, mais il n'y eut pas de réponse. Après plusieurs tentatives pour le contacter par téléphone, sans réponse, les députés ont décidé d'entrer dans la maison. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur était troublant. Il n'y avait aucun signe d'effraction ou de violence, mais certains détails semblaient déplacés, une tasse de café à moitié remplie reposait sur le comptoir de la cuisine, et le portefeuille et les clés de Fritz gisaient sur une table près de la porte, comme s'il s'était éloigné et n'était jamais revenu. C'était comme s'il avait disparu sans laisser de traces. Compte tenu de la nature étrange de la situation, les autorités locales ont rapidement contacté le FBI à Quad City, compte tenu de la renommée de Fritz et des circonstances étranges entourant sa disparition. En quelques heures, des agents fédéraux sont arrivés pour prendre le contrôle de l'enquête. Les premières recherches n'ont donné aucune réponse immédiate, mais les agents ont noté des changements inhabituels dans la propriété. Certaines zones de la maison avaient été rénovées récemment, ce qui était curieux puisque Fritz était connu pour sa préférence pour la préservation des matériaux d'origine. La découverte la plus déroutante a eu lieu dans la bibliothèque, où un nouveau plancher de bois franc avait été installé un an auparavant. L'agent Meredith Carvey, qui dirigeait l'enquête, a demandé l'utilisation de l'imagerie thermique pour rechercher des irrégularités. Les résultats ont montré des variations inhabituelles de température sous certaines sections du sol, indiquant la présence d'un espace inconnu et ne correspondant pas aux plans officiels de la maison. Le 9 mars 2025, les techniciens ont commencé à retirer soigneusement les lames de plancher. Ils s'attendaient à trouver un coffre-fort caché ou peut-être un sous-sol, mais ce qu'ils ont découvert était bien plus choquant, une pièce secrète d'environ 15 mètres carrés, accessible par un escalier caché sous le sol. Les murs de la pièce étaient recouverts d'un matériau insonorisant, clairement conçu pour le dissimuler. À l'intérieur, cependant, il n'y avait pas d'objets antiques ni de motos comme on pourrait s'y attendre. Au lieu de cela, la pièce contenait des dizaines de journaux reliés en cuir, méticuleusement organisés par date, et des milliers de documents stockés dans de vieux classeurs métalliques. Ce qui a le plus perturbé les enquêteurs, c'est le mur de photographies et de coupures de presse, le tout soigneusement agencé et relié par les notes de Fritz. C'était un spectacle effrayant, comme un centre d'enquête privé. L'agent Carvey a rapidement sécurisé la zone et un périmètre a été établi. En quelques heures, des analystes de documents et des profileurs criminels du siège du FBI à Quantico, en Virginie, sont arrivés pour participer à l'enquête.
Ce qui a commencé comme une affaire de disparition s'est rapidement transformé en l'une des enquêtes les plus extraordinaires que le FBI ait menées ces dernières années. Les analystes ont commencé à parcourir les journaux et les documents, découvrant une vérité surprenante. Depuis plus de 30 ans, Frank Fritz menait une enquête secrète sur une série d'affaires non résolues qui tourmentaient le Midwest depuis les années 1970. La première entrée du journal, remontant à son adolescence, mentionnait la mystérieuse disparition d'un ami proche. Alors qu'il parcourait le pays en tant que piqueur américain, Fritz avait secrètement enquêté sur des cas non résolus, parlant à des témoins et collectant des informations sous couvert de chasse aux antiquités. Ses notes étaient remplies d'observations, de théories et d'entretiens qu'il n'avait jamais partagés avec les autorités. La découverte la plus alarmante était que Fritz semblait avoir identifié une tendance reliant ces cas sur plusieurs décennies et qu'il s'inquiétait de plus en plus pour sa propre sécurité. Le FBI a trouvé des rapports de police, des témoignages et d'autres documents confidentiels, dont certains ont été obtenus par des voies non officielles, soulevant des inquiétudes quant à d'éventuels liens avec les forces de l'ordre. Le mur de photographie était encore plus inquiétant, rempli d'images de scènes de crimes, de victimes, de suspects et de notes manuscrites analysant les liens et les schémas. C'était comme trouver une salle d'enquête privée, à égalité avec de nombreux bureaux de police, a rapporté plus tard l'agent Carvey. Fritz ne collectionnait pas seulement des antiquités, il rassemblait également des preuves, reconstituant un puzzle que personne d'autre n'avait remarqué. Les questions étaient désormais obsédantes. Fritz avait-il disparu de son propre gré, craignant pour sa vie? Avait-il été emmené? Où se cachait-il, sachant que son enquête était allée trop loin? Le FBI a lancé une opération nationale pour retrouver Fritz, en fouillant dans les dossiers qu'il avait soigneusement constitués dans l'espoir de découvrir la vérité sur sa disparition et le chemin dangereux qu'il avait suivi. Dans le Wisconsin, Frank Fritz avait soigneusement documenté plusieurs similitudes négligées entre une série de cas non résolus. Ces liens, qui n'avaient jamais été officiellement reconnus par les autorités, incluaient des objets spécifiques disparus des maisons des victimes, des méthodes d'entrée identiques dans ces maisons et des schémas géographiques distincts qui semblaient confirmer ses soupçons. La théorie de Fritz, aujourd'hui plus convaincante que jamais, suggérait que ces crimes n'étaient pas aléatoires mais faisaient partie d'un vaste réseau. Dans ses articles de journal les plus récents, Fritz prétend avoir découvert que ces incidents apparemment déconnectés étaient en réalité liés à un vaste réseau d'antiquaires et de collectionneurs qui, sous couvert d'entreprises légitimes, utilisaient leurs opérations pour dissimuler des activités bien plus sombres et sinistres. Parmi ces notes, Fritz avait enregistré les noms de personnalités influentes dans le monde des antiquités, dont il avait croisé la route pendant ses années de travail à la télévision. Ce qui a fait frissonner les chercheurs qui ont étudié ces découvertes, ce sont les détails entourant ces chiffres. Il a décrit des cas de comportements suspects et de conversations apparemment inoffensives qui, après un examen plus approfondi, ont pris un ton beaucoup plus inquiétant. La dernière entrée dans son journal, datée du 12 février 2025, a envoyé une vague de malaise au sein de l'équipe de recherche. On pouvait y lire « Ils savent que je sais. Demain, je rencontrerai G pour tout remettre. Si quelque chose m'arrive, la vérité est sous le sol de la bibliothèque. » Ce message énigmatique a déclenché une enquête approfondie. Les autorités ont lancé une opération interétatique, activant des unités de cas froid dans 4 États pour réexaminer les liens que Fritz avait minutieusement documentés. L'agent Carvey, à la tête de l'effort, a formé un groupe de travail à Davenport pour vérifier la validité des affirmations de Fritz, tandis que la recherche du collectionneur disparu s'intensifiait. Une avancée cruciale a eu lieu le 15 mars 2025. L'identité de G, la personne mentionnée par Fritz dans son journal, a été découverte. Il s'est avéré que G était Joanne Wills, une ancienne procureure qui avait travaillé sur plusieurs affaires non résolues au cours des années 1990 avant d'être emprisonnée pour erreur de procédure. En contactant Wills, les enquêteurs ont appris que Fritz l'avait contacté début février, expliquant qu'il avait découvert des preuves irréfutables reliant plusieurs cas. Les deux hommes avaient convenu de se rencontrer le 13 février, mais Fritz ne s'est jamais présenté. Wills, inquiet pour sa santé, avait tenté de le contacter à plusieurs reprises, mais sans réponse. La possibilité que Fritz ait disparu juste avant de transmettre des informations vitales a provoqué une onde de choc au FBI. Il était évident que quelqu'un, peut-être au sein du réseau que Fritz avait découvert, était au courant de ses intentions et avait agi pour l'empêcher de partager ses découvertes. Ce qui a commencé comme une affaire de personnes disparues s'est rapidement transformé en une affaire aux profondes implications criminelles. Puis, le 22 mars, près de 3 semaines après sa disparition, les enquêteurs ont réalisé une avancée majeure en retraçant les données du téléphone portable de Fritz avant qu'il ne soit éteint le 12 février.
L'enquête les a conduits dans une zone forestière isolée près du fleuve Mississippi, à une demi-heure du domicile de Fritz. Dans un champ ouvert, les agents ont trouvé son SUV camouflé avec des branches et des feuilles, dissimulées comme pour éviter toute détection aérienne. À l'intérieur du véhicule se trouvait une valise contenant des vêtements, plusieurs journaux et un ordinateur portable, aucun signe de violence ou de lutte. Mais l'ordinateur portable s'est avéré être une mine d'or. Il contenait des fichiers cryptés, notamment des copies détaillées de l'enquête de Fritz et des enregistrements vidéo offrant des témoignages directs sur ses découvertes. Dans un enregistrement du 12 février, Fritz semblait visiblement anxieux, regardant nerveusement autour de lui tout en parlant directement à la caméra. « Si vous regardez ça, quelque chose ne va pas, dit-il, la voix teintée de peur. J'enquête sur ces personnes depuis 30 ans. Demain, je suis censé rencontrer Johanna et tout lui remettre, mais je ne pense pas que j'y arriverai. Il surveille ma maison. J'ai fait une copie de sauvegarde et j'ai caché des preuves dans un endroit qu'ils ne trouveront pas. Dans mon journal, il y a des noms que vous ne croiriez jamais. Vérifiez les registres des enchères, c'est là que se trouvent les preuves. » À la fin de la vidéo, Fritz a fourni les coordonnées d'une cachette secondaire. Le FBI a rapidement suivi ces coordonnées, les conduisant jusqu'à un silo agricole abandonné situé à 20 minutes du SUV. À l'intérieur, ils ont trouvé des conteneurs étanches remplis d'autres documents, photographiés, plus particulièrement, d'objets que Fritz avait identifiés comme volés au domicile des victimes, des objets qui n'avaient jamais été signalés comme disparus. Ces objets correspondaient aux descriptions de plusieurs cas non résolus et étaient méticuleusement catalogués dans les notes de Fritz, formant un lien tangible entre ses théories et les preuves physiques. Fort de ces nouvelles informations, le FBI a lancé une opération à grande échelle. Le 5 avril 2025, des agents fédéraux ont mené des raids coordonnés dans 16 endroits du Midwest, ciblant des magasins d'antiquités, des résidences privées et des entrepôts liés à des individus que Fritz avait désignés comme suspects. La découverte a dépassé même les attentes les plus sombres. Des dizaines d'objets correspondant aux objets volés ont été récupérés. Certains endroits contenaient des pièces cachées, semblables à l'espace secret de Fritz sous sa bibliothèque, dissimulées sous le sol, derrière de faux murs ou sous des étagères, conçus pour stocker et modifier les pièces volées afin d'éviter toute identification. Sur une propriété rurale du Missouri, des agents ont découvert un atelier où d'anciens objets étaient modifiés pour éliminer les identifiants uniques, altérer les mécanismes et modifier les numéros de série. L'opération a abouti à 12 arrestations, dont 3 personnalités majeures du monde des antiquités. Parmi les personnes arrêtées se trouvaient 2 anciens policiers qui avaient participé aux enquêtes initiales sur plusieurs des cas découverts par Fritz. Le réseau, qui existait depuis plus de 4 décennies, utilisait son commerce légitime d'antiquités comme couverture pour une série d'activités criminelles. Si nécessaire, il modifiait ou cachait les biens volés jusqu'à ce que les caisses disparaissent de la vue du public, puis vendait discrètement les objets lors d'enchères privées à des collectionneurs sans méfiance. Bien que cette opération ait détruit le réseau, des questions subsistaient quant à savoir si ses membres avaient découvert les plans de Fritz visant à les dénoncer et avaient pris des mesures pour l'arrêter. Avait-il vraiment été en danger? Avait-il réussi à s'échapper avant qu'il puisse le faire taire? La réponse est venue d'une source inattendue. Un mécanicien moto du nord du Minnesota, après avoir vu le visage de Fritz aux informations, a contacté les autorités. Il a reconnu l'homme qui était venu dans son magasin fin février, mais sous un nom différent. Le mécanicien a décrit un homme qui avait payé en espèces une Harley-Davidson classique et avait demandé qu'aucune photo ne soit prise de la moto. L'homme a mentionné qu'il séjournait dans une cabane isolée et qu'il avait acheté des fournitures pour un séjour prolongé, demandant même qu'un compartiment caché soit installé dans la moto. Le FBI s'est rapidement mobilisé et a dépêché des agents pour fouiller la région. Après 3 jours de recherches intenses, ils ont localisé la cabane, une petite structure isolée au cœur de la forêt, accessible uniquement par un chemin étroit. La moto décrite par le mécanicien était garée à l'extérieur, recouverte d'une bâche. Alors que les agents approchaient, un homme est sorti de la cabine. Il était mince, avec une barbe et s'était teint les cheveux. C'était Frank Fritz. Ses premiers mots en voyant les agents furent « Ont-ils trouvé ce que j'avais laissé sous le sol ?» Ce n'est qu'après avoir confirmé que le FBI avait découvert ces preuves cachées et agi en fonction de ces conclusions que Fritz a accepté de se rendre et d'accompagner les agents en détention fédérale. Dans un environnement sécurisé, Fritz a tout révélé. Il a expliqué que son enquête avait commencé il y a des décennies, après la mystérieuse disparition d'un ami d'enfance. Son travail sur cueilleurs américains lui avait donné la couverture idéale pour parcourir le pays, visiter des scènes de crime et interagir avec des personnages clés, tout en recherchant des antiquités.
Je n'ai jamais voulu devenir détective amateur, a admis Fritz lors d'une conférence de presse. Mais quand j'ai commencé à remarquer des tendances, je ne pouvais pas les ignorer. Ce n'étaient pas des crimes aléatoires. Ils étaient systématiques, liés au commerce des antiquités, quelque chose que je ne connais que trop bien. Il a expliqué comment son expertise lui a permis de repérer des objets modifiés ayant appartenu aux victimes des crimes. Il a identifié des altérations des mécanismes internes, des réparations inhabituelles et des caractéristiques uniques qui ne pouvaient pas être facilement reproduites. L'un des moments clés de son enquête s'est produit lors d'une vente aux enchères privée à Chicago, où il a reconnu une horloge décorative ayant appartenu à une famille du Wisconsin dont la maison avait été saccagée en 1996. Le propriétaire de la famille avait été assassiné et l'horloge avait été volée. La reconnaissance par Fritz du mécanisme interne de l'horloge impossible à falsifier l'a amené à relier les points. À mesure que sa paranoïa grandissait, Fritz devint certain d'être surveillé. Il a remarqué des voitures suspectes garées près de sa propriété, a reçu des appels téléphoniques étranges et a vu émerger des schémas troublants. Craignant pour sa sécurité, Fritz a construit une pièce secrète sous sa bibliothèque pour sauvegarder ses recherches. Il a contacté Johan Wills, dans l'espoir d'utiliser ses découvertes pour rouvrir les dossiers. Je savais qu'ils ne me menaceraient pas, a déclaré Fritz. Ces gens ont tué pour protéger leur opération. Lorsque Fritz a découvert une tentative de violation de son système de sécurité la veille de sa rencontre avec Wills, il a activé son plan d'urgence. Il a fait croire qu'il était toujours chez lui, puis s'est enfui par un tunnel qu'il avait construit sous la maison. Il n'a pris que l'essentiel, ses documents, un peu d'argent liquide et l'espoir que la vérité finirait par être révélée. Les actions de Fritz, ses secrets et les preuves qu'il a laissées ont finalement conduit à l'une des plus grandes révélations criminelles de l'histoire récente du Midwest. Le FBI a porté plainte contre 23 individus associés au réseau, les accusant de crimes allant du vol et de la contrefaçon au meurtre et à l'entrave à la justice. Le groupe était lié à au moins 11 homicides et des dizaines de vols sur 4 décennies. La chambre secrète de Fritz, désormais symbole de sa quête incessante de justice, est devenue un témoignage durable de sa détermination. Après avoir fourni des preuves cruciales et témoigné devant plusieurs grands jurys, Fritz a rejoint le programme de protection des témoins. Sa santé, fragile depuis son accident vasculaire cérébral en 2022, s'est nettement améliorée grâce à des soins spécialisés. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il risquait autant pour des affaires qui ne le concernaient pas directement, Fritz a partagé une pensée poignante. J'ai toujours cru que les objets étaient porteurs d'histoire. Certains d'entre eux gardent même des secrets. Mais quand des objets disparaissent, parfois les gens disparaissent aussi. Quelqu'un doit parler en leur nom. Quelqu'un doit s'en souvenir. L'héritage de Fritz perdure, non seulement en tant qu'enquêteur amateur, mais aussi en tant qu'homme qui a découvert des crimes oubliés et donné la parole aux victimes dont les récits avaient longtemps été réduits au silence. Son domaine, avec sa célèbre pièce cachée, a été donné au musée historique du comté de Scott, où il reste le symbole de l'extraordinaire engagement d'un homme en faveur de la justice. Bien que son enquête soit terminée, la vérité qu'il a découverte continue de se répercuter à travers l'histoire, révélant l'obscurité derrière des antiquités apparemment inoffensives.